Bonjour chers amis qui aiment l'histoire et la vérité historique. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. Alors, il présentait le point d'ancrage en Extrême-Orient, notamment la question de la géopolitique en Extrême-Orient. Alors, donc nous allons poursuivre. Il dit que la politique chinoise, conformément à l'ancienne sagesse stratégique de Sun Tzu, je crois que cet auteur a écrit un ouvrage qui s'appelle L'art de la guerre, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, il parle de cet auteur, mais en note infrapaginale, il ne le cite pas. Il ne le cite pas. Sun Tzu devrait utiliser la puissance des États-Unis afin de venir à bout de l'hégémonie américaine sans recourir à la force, mais recourir à l'intelligence subtile, mais sans pour autant laisser les aspirations régionales latentes du Japon prendre corps. À cette fin, la Chine en matière de géostratégie doit poursuivre simultanément deux objectifs, définis d'une manière plutôt indirecte par Deng Xiaoping en août 1994. En premier lieu, s'opposer à toute hégémonie ou politique d'intimidation et sauvegarder la paix. En deuxième lieu, établir un nouvel ordre politique et économique mondial. Le premier objectif est de toute évidence dirigé contre les États-Unis et vise à réduire la prépondérance américaine tout en évitant un affrontement militaire et qui anéantirait les efforts que la Chine déploie pour accéder au rang de puissance économique. Mais effectivement, la Chine est devenue une puissance économique parce que pendant plusieurs années, elle était l'usine du monde. Tous les grands industriels, les économistes, les entrepreneurs de l'Occident allaient investir en Chine. Pourquoi? Mais parce que là-bas, la main-d'œuvre ne coûte pas cher. La main-d'œuvre ne coûte pas cher. Et le gouvernement chinois avait mis des conditions favorables au développement des entreprises, mais seulement ils exigeaient un transfert de technologie. C'est ça l'intelligence. Et dès que vous voulez installer votre usine, mais nous devons savoir quelle est la technologie que vous utilisez. C'est ce que la Chine a fait. C'est ce que la Chine a fait. Donc, vous voyez, ils savent utiliser ce que les sages leur ont enseigné. Sun Tzu. Il ne s'agit pas d'utiliser la force, mais d'utiliser l'intelligence. Voilà. Utiliser l'intelligence. Cela me fait penser à un passage de la Torah, des choses de la Bible où Dieu dit, ce n'est pas par ma force, mais c'est par mon esprit que j'agis. Ce n'est pas par ma force, mais par mon esprit. Mais les Chinois ont compris ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ce qu'ils ont appelé la nouvelle route de la soie. D'ailleurs, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont acheté plus que tout le monde les bons du trésor américain. Donc, les États-Unis même sont endettés auprès de la Chine. Voilà ce que la Chine a fait. Voilà ce qu'elle a fait. C'est vraiment l'usage d'une grande intelligence. Voilà, pour vaincre, on n'a pas besoin forcément d'utiliser la force. Il faut plutôt utiliser la force de l'autre. Il faut utiliser la force de l'autre. Je crois que dans les arts martiaux en Asie, il y a un art qui fait ça où on utilise la force de l'adversaire pour le vaincre. Et dit quant au second, il consiste à remettre en question la répartition du pouvoir mondial en profitant du ressentiment de certains États clés à l'égard de la hiérarchie mondiale actuelle dont les États-Unis occupent le sommet avec le soutien de l'Europe ou de l'Allemagne en Eurasie extrême occidentale et du Japon en Extrême-Orient. Parce que le problème, c'est quoi? Les États-Unis utilisent la force. C'est ça. Et ils utilisent la force brute. Voilà. Ils utilisent la force militaire. C'est cela. Les circonstances ont fait que vraiment, ils ont été engagés sur plusieurs terrains de conflits militaires où ils ont utilisé la force, la capacité des bombardements, etc. Bon, voilà. C'est ça. Bon, ils pensent que le Japon est leur allié, mais le Japon continue de leur dire de quitter la base d'Okinawa. De quitter la base militaire d'Okinawa. C'est ce que les Japonais leur disent. Et ça, c'est... Mais les Américains ne veulent pas entendre raison. Le second objectif contraint la Chine à mettre en œuvre une géostratégie régionale qui évite tout conflit sérieux avec ses proches voisins, tout en poursuivant sa quête de suprématie sur la zone. L'amélioration tactique des relations sino-russes pourrait se révéler particulièrement opportune, surtout dans la mesure où la Russie est aujourd'hui plus faible que la
que la Chine. C'est vrai, la Chine a plus de capacité économique que la Russie, mais la Russie est la première puissance atomique du monde. Et d'ailleurs, face aux États-Unis, ils se sont mis ensemble pratiquement, la Chine et la Russie. Actuellement, je veux dire. Bon, mais quand Brzezinski écrivait ça, cela n'existait pas encore. C'est pourquoi en avril, parce qu'anciennement, quand Mao a commencé sa stratégie en s'appuyant sur les paysans, il a trouvé que le système bolchevique qui s'appuie sur les ouvriers ne pouvait pas marcher en Chine. Et sur ce point-là, ils ne se sont pas entendus. Voilà. C'est pourquoi en avril 1996, les deux pays se sont unis pour dénoncer l'hégémonisme et déclarer dans le même temps que l'extension de l'OTAN était intolérable. Vous voyez, déjà Brzezinski écrivait ça. L'expansion de l'OTAN. L'extension de l'OTAN ou l'expansion de l'OTAN, c'est la même chose. Mais voilà. Et aujourd'hui, cette expansion de l'OTAN est arrivée aux portes de la Russie. D'où la cause de la guerre en Ukraine. Donc voilà, déjà Brzezinski parlait de cela. Cependant, il est peu probable que la Chine envisage sérieusement la possibilité d'une véritable alliance sino-russe à long terme, car elle aurait pour conséquence de renforcer l'alliance nippo-américaine, alors que la Chine souhaiterait voir cette dernière se déliter. Mais parce que cette alliance sino-russe est basée sur un partenariat où les deux se respectent. Mais une alliance nippo-américaine, c'est-à-dire japonaise et américaine, ne peut pas se faire sur une base d'égalité. Parce que les États-Unis occupent encore des portions du territoire du Japon militairement. C'est ça la différence. Voilà. Par ailleurs, cette alliance nippo-américaine empêcherait la Chine d'accéder à des technologies modernes et à des capitaux indispensables à son développement. Ça, c'est déjà gâté, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà plein d'argent et, comme je l'ai dit, ils ont acheté plus que tout le monde les bons du trésor américain. Et maintenant, ils ont décidé quoi? Qu'ils ne vont plus utiliser le dollar pour le commerce international, mais ils vont utiliser le yuan ou bien l'or. Voilà les faits. Donc, voilà, il y a eu des changements par rapport à ce que Brzezinski a eu à écrire. Voilà. Comme avec la Russie, la Chine doit éviter toute collision directe avec l'Inde. Voilà. Même si elle entretient une étroite coopération militaire avec le Pakistan et la Birmanie. Aujourd'hui, au contraire, ils sont en train de dénoncer la politique des militaires birmans qui ont pris le pouvoir et qui ont écarté Aung San Suu Kyi en la mettant en prison. Parce que Aung San Suu Kyi avait une politique favorable à l'Occident. Voilà. Parce qu'une fois que c'est ça, ils veulent venir instaurer la gay pride, etc. chez vous. Mais non. La Birmanie, qu'on appelle aussi le Myanmar, n'est pas prêt à accepter cela. Une politique d'affrontement ouvert aurait pour effet de nuire au compromis opportun sur un plan tactique auquel elle est arrivée avec la Russie et a poussé l'Inde à entretenir une coopération plus étroite avec les États-Unis. Bon, c'est vrai, l'Inde a un problème de frontière avec la Chine. C'est un problème de frontière avec la Chine. Il y a des territoires que la Chine a occupés, mais que l'Inde revendique. Bon, ça c'est... Étant donné que l'Inde fait également montre d'un sentiment anti-occidental et reprouve l'hégémonie mondiale existence, un apaisement des tensions sino-indiennes s'inscrit parfaitement dans l'ensemble des objectifs stratégiques de la Chine. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il parle toujours de sentiments un sentiment anti-français. Maintenant, voilà, Brzezinski parlait ici de sentiments anti-occidental. Non, l'Inde n'a pas un sentiment anti-occidental, mais ils disent aux Occidentaux, respectez nos traditions. Parce que vous prétendez que votre culture est supérieure aux autres et vous voulez l'imposer. Mais les Indiens n'ont pas dit qu'ils sont contre l'Occident, non. Non, mais ils disent respectez nos traditions, respectez notre culture. C'est ce que les Occidentaux ne comprennent pas. Oh mon Dieu. Oh, ils sont têtus ces gens-là. Ils ne sont pas contre vous, l'Inde n'est pas contre l'Occident. Non, mais il dit respectez notre culture et ne cherchez pas à nous imposer votre culture. C'est ce que l'Inde dit et c'est ce que aujourd'hui tout le reste du monde entier dit aux Occidentaux. Voilà, avec leur affaire de gay pride qui veulent imposer à tout le monde. Voilà le problème. Voilà. Ils ont mis le sentiment que l'Inde a un sentiment anti-occidental. Si vous partez chez eux que vous ne voulez pas respecter les pratiques religieuses, notamment l'hindouisme ou le sikhisme, etc., ça pose problème. Ces considérations s'appliquent également aux relations que la Chine entretient aujourd'hui avec l'Asie du Sud-Est dans son ensemble.
Même s'ils revendiquent unilatéralement et avec force la mer de Chine méridionale, les Chinois, dans le même temps, cultivent leurs relations avec les dirigeants d'Asie du Sud-Est, sauf ceux du Vietnam, dont l'hostilité est historique. Non, l'hostilité n'est pas historique. Anciennement, l'empereur du Vietnam était vice-empereur par rapport à l'empereur de Chine. Il était vice-empereur. L'empereur du Vietnam était vice-empereur par rapport à l'empereur de Chine. Ils étaient soumis à l'empereur de Chine. Mais ces temps-ci, il y a effectivement un problème de frontières, de limites de territoire entre la Chine et le Vietnam. Mais ça ne se règle pas à coup de canon, non. Voilà, ce problème est réel, mais ils ne s'affrontent pas du tout. Parce que les Vietnamiens savent ce que les Chinois ont fait pour eux. Quand eux, ils luttaient pour leur souveraineté, face d'abord à la France et puis face aux États-Unis. S'ils n'avaient pas eu le soutien de la Chine, ils n'auraient pas gagné la guerre en 1973 face aux États-Unis. Voilà, ils avaient le soutien de la Chine. Et ça, il ne peut pas oublier ça, non. Turan profite des sentiments anti-occidentaux, voilà encore. Les plus marqués notamment sur la question des valeurs occidentales et des droits de l'homme. Bon. Des gens qui parlent de droits de l'homme, mais ils sont toujours les premiers à les piétiner. Aller bombarder des pays, bombarder des villes. Pourtant, ils parlent des droits de l'homme. C'est ce qu'aujourd'hui, la plupart des pays dénoncent. Voilà. Dénoncent, c'est ça. Que les dirigeants de la Malaisie et de Singapour ont clairement exprimé ces dernières années. Les Chinois apprécient particulièrement la rhétorique anti-américaine du premier ministre de Malaisie, Mahathir, qui en mai 1996, à l'occasion d'un forum se tenant à Tokyo, a publiquement remis en cause la nécessité d'un traité de sécurité américano-japonais demandant contre quel ennemi l'alliance était censée être dirigée et déclarant que la Malaisie, pour sa part, n'avait pas besoin d'alliés. C'est clair. C'est clair. Pourquoi est-ce que la Malaisie dit cela? Quel est l'ennemi qu'ils ont en Asie? D'ailleurs, si c'est dirigé contre la Chine, la Malaisie là est peuplée de Malais et de Chinois. Voilà. C'est peuplé de Malais et de Chinois. Donc, il y a beaucoup de Chinois qui sont de nationalité malaise, de Malaisie. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, la Malaisie dit non. Et puis, la Malaisie ne peut qu'être hostile à une alliance militaire dans laquelle le Japon est impliqué. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu la guerre criminelle du gouvernement du général Tojo en Asie. C'était des massacres. Ils ont fait des massacres en Malaisie, en Philippines, en Chine, etc. Donc, ils ne peuvent pas accepter une alliance militaire avec le Japon. Jamais. Voilà, c'est ça. L'histoire a toujours des conséquences. Merci Seigneur d'avoir fait de moi un historien. Les Chinois, de toute évidence, savent que leur influence dans la région se trouverait automatiquement renforcée par la moindre attaque qui viendrait miner le prestige américain. Dans le même esprit, la politique actuelle de la Chine à l'égard de Taïwan semble consister à exercer une pression continue, alors qu'ils avaient jusqu'alors adopté une position ferme, excluant tout compromis quant au statut international de Taïwan, au point d'être déterminés à provoquer volontairement des tensions internationales pour montrer combien la question était sérieuse à leurs yeux. Témoin, la mini-crise de mars 1996. Les dirigeants chinois ont fini par prendre conscience du fait qu'ils ne disposaient pas pour l'heure de la puissance nécessaire pour obtenir par la contrainte une solution satisfaisante. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ils survolent l'espace aérien taïwanais tranquillement, qu'ils considèrent comme le leur. Et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils vont dans les eaux territoriales taïwanaises et le gouvernement de Taïwan ne peut rien faire. Le gouvernement de Taipei ne peut rien faire. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est puissante. Voilà, c'est ça. Elle est puissante militairement. Voilà. Ils se sont aperçus que s'en remettre prématurément à la force les précipiterait dans un conflit avec les États-Unis dont ils ressortiraient par leur faute vaincus, mais qui renforcerait le rôle de garant de la paix des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis peuvent vaincre la Chine? Non. Au moment où Brzezinski parlait ainsi, il était sûr que c'était ainsi. Mais aujourd'hui, la Chine a l'arme atomique. La Chine a des missiles hypersoniques. Voilà. Donc, ce n'est plus valable ce que disait Brzezinski. Par ailleurs, les Chinois reconnaissent eux-mêmes que la manière dont Hong Kong sera digéré déterminera
dans une large mesure la future émergence d'une grande Chine. Mais parce qu'ils tiennent au principe d'une seule Chine. Concernant Hong Kong, ils ont dit quoi? Un peuple, deux systèmes. Un peuple, deux systèmes. C'est ce qui va se passer à Taïwan. Parce que même à Taïwan, il y a beaucoup qui sont favorables à cette union avec la Chine populaire. Quant à l'amélioration des relations de la Chine avec la Corée du Sud, elle fait également partie d'une politique qui consiste à consolider les flancs afin de se concentrer avec efficacité sur l'objectif principal, l'objectif central. Si l'on considère l'histoire de la Corée et les sentiments nationaux, un compromis sino-coréen contribue en soi à réduire le rôle potentiel du Japon dans la région et jette les fondements du rétablissement des relations plus traditionnelles entre la Chine et la Corée, qu'elles soient réunifiées ou demeurent divisées. Parce que c'est quoi? Les États-Unis ont eu un mandat de l'ONU pour intervenir dans la guerre civile en Corée. C'est comme ça que le pays a été divisé en Corée du Nord et en Corée du Sud jusqu'à aujourd'hui. Mais pendant la guerre, là, la Chine a aidé la Corée, c'est ce qui va devenir la Corée du Nord. La Chine les a aidés. Il y a même le propre fils de Mao Zedong qui est mort dans les combats. Voilà, parce que la Chine est intervenue même militairement. Les soldats chinois se battaient sur le terrain dans cette guerre civile entre les Coréens. Mais surtout, la progression pacifique de l'influence chinoise dans la région facilite la poursuite de l'objectif central que le stratège Sun Tzu de l'ancienne Chine aurait pu formuler en ces termes. Réduire la puissance régionale des États-Unis à un degré tel que l'Amérique affaiblie aurait alors besoin d'une Chine dominant la région pour allier, voire d'une Chine mondialement puissante pour partenaire. Il faut chercher à atteindre ce but sans pour autant provoquer une intensification de l'alliance nippo-américaine, ni encourager le remplacement des États-Unis par le Japon. Pour le Japon, là, pas question. Parce que tout le monde en Asie se souvient des crimes du Japon. Voilà. Mais cette stratégie de Sun Tzu, c'est-à-dire, c'est ce que ça correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, c'est ce que la Chine fait. C'est ce que la Chine fait. La Chine est devenue une puissance incontournable en Asie et même aussi en extrême Asie orientale, l'Asie orientale. Je veux dire l'Asie de l'extrême orient. Pour y parvenir, la Chine cherche à court terme à empêcher la consolidation et l'expansion de la coopération américano-japonaise. Mais dernièrement, avec ce qui se passe en Ukraine, le Japon a dit qu'il va augmenter son budget militaire. Bon, est-ce que les Américains vont voir ça d'un bon oeil? C'est ça le problème. Aussi a-t-elle éprouvé une certaine crainte face à l'intensification début 1996 de la coopération américano-japonaise en matière de sécurité. De l'Extrême-Orient, elle s'est étendue à l'Asie-Pacifique, car elle y voyait non seulement une menace directe pour ses intérêts, mais aussi le fondement d'un système de sécurité asiatique dominé par les États-Unis et visant à contenir la Chine. Mais on voit, jusqu'à là, le Japon pratiquement se reposait sa sécurité sur la présence américaine. C'est cela. Parce que les effets des deux bombes atomiques sont encore là. Les Japonais ne veulent plus d'une guerre qui peut déboucher sur une guerre atomique. Vous voyez. Mais avec les événements actuels, bon, ils ont dit qu'ils vont augmenter leur budget militaire. Mais il est évident que tout le monde craint une puissance militaire japonaise qui peut réveiller un militarisme et puis une volonté de dominer l'Asie. Parce que les Japonais, c'est la doctrine de la Grande Asie qui a fait que le Japon a fait la guerre du Pacifique. La guerre du Pacifique, c'est cela. Car elle y voyait non seulement une menace directe pour ses intérêts, mais aussi le fondement d'un système de sécurité asiatique dominé par les États-Unis et visant à contenir la Chine. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Le Japon en serait la cheville ouvrière vitale, à l'instar de l'Allemagne au sein de l'OTAN pendant la guerre froide. Mais l'Allemagne, il y a encore des bases militaires des États-Unis en Allemagne. Voilà le problème. Mais aussi, avec ce qui se passe en Ukraine, l'Allemagne aussi a dit qu'elle va augmenter son budget militaire. Et ça aussi, ça a suscité la méfiance des dirigeants français. Donc vous comprenez que les choses ne sont pas faciles. Alors d'une manière générale, Pékin a perçu cet arrangement comme un moyen de faciliter l'émergence
éventuel du Japon en tant que puissance militaire, c'est ça. Un Japon qui serait peut-être en mesure de compter sur la force pour résoudre seul ses principaux différends économiques et maritimes. Il est évident que si le Japon redevient une puissance militaire, la première chose qu'elle va demander aux troupes américaines de quitter son sol. C'est ce que Brzezinski n'ose pas dire. C'est la première chose que le Japon va demander. Enlevez vos troupes de mon sol. Ça, c'est clair. Parce que tant que les Américains, ils ont les bases d'Okinawa, les Japonais se sentent humiliés parce que c'est toujours la conséquence de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre du Pacifique. La Chine est donc susceptible d'attiser les craintes encore fortes en Asie que suscitait le rôle militaire prédominant joué par le Japon afin de contenir les États-Unis et d'intimider Tokyo. Quoi qu'il en soit, d'après les calculs stratégiques de la Chine, l'hégémonie américaine à terme ne saurait durer. Ah, bien sûr, c'est clair. Bien certain que Chinois, notamment parmi les militaires, considèrent les États-Unis comme leur ennemi implacable. D'ailleurs, les États-Unis m'ont dit que la Chine est leur ennemi. Bon, donc, Pékin s'attend plutôt à ce que l'Amérique se retrouve isolée dans la région en raison de la confiance excessive qu'elle accorde au Japon et estime que la dépendance américaine à l'égard de Tokyo deviendrait toujours plus forte. Parce que il faut dire que les États-Unis ont des territoires en Asie. Voilà. Ils ont la base navale de Pearl Harbor. Voilà. C'est ça, à Hawaï. Hawaï fait partie du territoire américain. C'est en Asie du Sud-Est. Donc voilà, donc c'est ça. Ces dissensions permettront à la Chine de cesser de dresser ces deux États l'un contre l'autre comme elle l'avait fait précédemment en sémant la discorde entre les États-Unis et l'Union soviétique. Comment ça? Pas du tout. Elle avait à peu près la même idéologie que l'Union soviétique. C'est ça, c'est les partis communistes de part et d'autre qui géraient ces pays-là. Aussi bien l'Union soviétique que la Chine. Et en Chine, le parti communiste est toujours dominant, bien qu'il y ait d'autres partis moins importants. Ça aussi, souvent, les gens ne savent pas ça. Hein? Il y a le multipartisme en Chine. Hein? Alors, il faut savoir ça. Mais seulement le parti communiste est le parti le plus important. Du point de vue de Pékin, le moment viendra où les États-Unis prendront conscience que pour maintenir leur influence dans la région Asie-Pacifique, ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers leur allié naturel du continent asiatique. Mais quel allié? En réalité, ils n'ont pas d'allié. C'est ce qu'ils oublient. Alors, je vous remercie. Ça fait déjà 22 minutes. Alors, donc, je présente encore un pan de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je pense que cet ouvrage de Brzezinski est important, mais on voit par rapport à ses précisions ce qu'il en est aujourd'hui au niveau de la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Voilà. Merci encore et bon après-midi à tous.